Bonjour à tous, je me présente Nicolas Guix du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie et je vais vous parler du retour d'expérience qu'on a mis en place dans le Lot pour la prise en compte de la biodiversité forestière dans le cadre de projets de sylvopastoralisme. Et je tiens à m'excuser de ne pas être parmi vous, voilà, différentes raisons ont fait qu'on pouvait pas être présent aujourd'hui. Alors pour commencer, quand on parle de biodiversité, de quoi on parle? Alors la biodiversité, elle s'appréhende à 3 niveaux. La diversité des espèces, ça c'est ce qui est le plus facilement percevable. La diversité des habitats, des écosystèmes, et la diversité génétique au sein de ces différentes espèces. Pour se donner quelques références, si on prend le cadre de Fontainebleau, qui est la forêt, une des forêts les mieux connues en France, il y a plus de 11 000 espèces qui sont recensées. Un exemple en forêt méditerranéenne, le cas de la Massane, avec aujourd'hui plus de 9 500 espèces répertoriées, ce qui en fait une des forêts où il y a le plus de nombre d'espèces par hectare. Si on s'attache à regarder un peu plus précisément qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette biodiversité, dans le cadre de Fontainebleau, eh ben, ce qu'on voit, c'est que plus de 50% de la biodiversité forestière est représentée par des champignons et des coléoptères, alors que les espèces dont on parle le plus souvent, les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens, représentent un peu moins de 5% de cette biodiversité forestière. Attention, loin de moi de vouloir dire que ces espèces ne sont pas intéressantes, mais c'est uniquement pour pouvoir fixer des cadres de référence que je voulais vous montrer ce graphique. Parmi cette diversité d'espèces, on va avoir des groupes fonctionnels qui sont particulièrement importants. Euh, En particulier les organismes saproxyliques, qui sont définis comme les espèces qui dépendent pendant une partie de leur cycle de vie de bois mort, et ils représentent à eux seuls environ un quart de la biodiversité forestière. Autre référence, un piégeage qu'on avait mis en place pour étudier les coléoptères saproxyliques du massif de la Brogne. Et on a pu identifier sur ce site, qui est pâturé, comme vous pouvez voir sur la photo, plus de 282 espèces de coléoptères, dont à peu près 150 autour de l'arbre que vous pouvez voir en photo, avec une espèce nouvelle pour le sud-ouest de la France qui a été découverte sur ce joli site du Lot. Alors quand on parle de biodiversité, on pense en général aux espèces emblématiques. Pour ça, il y a des listes, hein, Natura 2000, liste rouge, liste SNIEF. J'ai volontairement mis en avant ici un circaète Jean Leblanc. C'est une espèce qui est souvent présente dans des territoires où il y a du sylvopastoralisme. Pour autant, la biodiversité, c'est surtout un ensemble d'espèces qui sont en interaction les unes avec les autres et qui assurent des fonctions pour l'écosystème. Notamment, elles participent à la régénération, à la croissance des arbres. Ici, on mettra en particulier en avant l'importance des sols et des champignons présents dans les sols, notamment ces petits champignons ectomycorhiziens qui permettent aux arbres de capter leurs nutriments. C'est aussi la régulation des organismes pathogènes avec une diversité de prédateurs. Alors, on voit que cette biodiversité, elle est extrêmement large et se pose toujours une question quand on veut l'aborder de comment on va faire. Étudier l'ensemble des espèces serait bien trop compliqué. Donc on utilise des indices qui vont synthétiser cette information, et en particulier l'indice de biodiversité potentielle créé pour les milieux forestiers et qui s'attache à décrire 10 facteurs favorables à l'accueil de la biodiversité forestière, qu'on va détailler chacun, et ça va être un petit peu notre fil conducteur pour voir les atouts du sylvopastoralisme dans la prise en compte de la biodiversité. Tout d'abord, le pâturage, il va influer sur l'ensemble de ces facteurs de manière positive ou négative selon les contextes, les territoires dans lesquels on se situe. Si on s'attache en premier lieu aux facteurs liés au contexte, il y en a trois: la continuité temporelle de l'état boisé, la présence de milieux aquatiques et la présence de milieux rocheux. Les milieux aquatiques, ça va être les points d'eau, les mares. Ça, c'est quelque chose qui, dans le cadre du pastoralisme, est facilement gérable. Il y a la continuité temporelle de l'état boisé qui est un élément extrêmement important,
qui est lié à l'histoire de nos forêts, et notamment savoir si le sol a toujours été un sol forestier ou a subi des pratiques agricoles de retournement. Dans ce cas-là, en fait, ça entraîne des modifications très importantes et significatives de la biodiversité des sols, et il faut plusieurs centaines, voire plusieurs millénaires pour pouvoir reconstituer la diversité au niveau de ces sols. Ce qui est important de comprendre, c'est que les forêts qu'on voit aujourd'hui, elles ont été structurées par leur histoire. Ici, vous avez une carte où en vert clair, on voit la couverture forestière potentielle de l'Europe et en vert foncé, la couverture forestière actuelle. Ce qui démontre bien que sur notre territoire français en particulier, la forêt est l'écosystème qui serait naturellement en place sur l'ensemble du territoire. Si on s'attache à étudier les forêts qui se rapprochent le plus des forêts primaires, qu'on pourrait appeler forêts subnaturelles, eh ben on se rend compte à l'intérieur qu'on a un ensemble de petites unités de surface et que c'est très très hétérogène. Il faut savoir que ces forêts elles étaient soumises à des régimes de perturbation. Les deux majeurs, c'était les tempêtes et les feux. Et puis on y trouvait aussi des grands herbivores. On retrouve ces grands herbivores aujourd'hui à Białowieża, par exemple, qui eux aussi allaient contribuer à la structuration du milieu. Ces milieux forestiers, on les a on les a particulièrement impactés au cours de l'évolution de notre histoire. On peut voir sur ce graphique l'évolution de la surface forestière post-dernière glaciation. Et puis avec notre sédentarisation, après au moment du néolithique, ben, c'est là qu'on commence à défricher les forêts, à utiliser le bois pour des constructions, à utiliser le bois en ressources énergétiques, et on va réduire de manière significative la surface forestière et on va modifier les structures forestières. Aujourd'hui, on arrive à une situation où en France, on considère qu'on a à peu près 30% de nos forêts qui seraient anciennes, donc ça veut dire qu'elles ont au moins 250 ans qu'elles sont présentes sur les cartes d'état-major. Elles ont été cartographiées sur le territoire du Lot, et malgré tout, à l'intérieur de ces forêts considérées anciennes, on sait qu'il y avait beaucoup d'usages, notamment du pastoralisme, c'était des forêts assez clairsemées, et puis des fours à charbon, ça c'était la ressource énergétique. Aujourd'hui, on est dans une dynamique inverse, avec une forêt qui progresse sur le territoire en lien avec la déprise agricole. Si on en vient aux facteurs qui sont liés au peuplement, à la gestion forestière, quelle est la relation de ces facteurs avec le pastoralisme? Le développement du pastoralisme, déjà, combiné aux usages du bois qu'on a pu faire, ça a contribué à la sélection d'essence. Là, en particulier, je vous ai mis une photo prise à la Sainte-Baume d'un vieil if, l'if, considéré toxique pour les animaux. Eh ben, il a été retiré de l'ensemble des territoires pastoraux, brûlés. On peut retrouver des charbons de bois quand on fait des études pédoanthropologiques. Et on voit que l'histoire pastorale, combinée à l'histoire sylvicole, a influencé les différentes essences qui sont aujourd'hui en place, sachant que la diversité des essences autochtones va être un facteur important sur la capacité d'accueil de la biodiversité. Un autre facteur très important, ça va être la structure, la diversité des structures verticales de végétation. Donc là, clairement, le pâturage, il va influer sur les strates inférieures, en particulier la strate herbacée et la strate arbustive. On peut voir ici un exemple de site pâturé dans le Lot, où on a les grands arbres, mais on a une strate herbacée qui est très limitée, et surtout une strate arbustive qui est inexistante. Alors, c'était l'objectif, parce que c'était aussi dans l'objectif de réduire le risque incendie. Ce qu'il faut assumer, c'est que du coup, le pastoralisme, dans ce cas-là, va entraîner une modification de la composition floristique, une modification de la diversité des strates du site, et ça nous invite à se poser la question sur l'équilibre à trouver pour assurer la régénération des arbres dans ce contexte-là. Pour autant, ici, le pastoralisme est un levier au maintien d'espèces de milieux de la strate herbacée qui vont être en lisière de milieux ouverts. Un facteur très important pour la biodiversité forestière, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la présence de bois mort.
la présence de bois mort qui peut avoir une connotation négative dans l'esprit de certains, notamment par rapport au risque incendie. Il faut bien différencier le bois mort de la strate arbustive et notamment la présence de gros bois morts au sol. Ces gros bois morts, ils se gorgent d'eau au fil du temps et ils sont finalement peu inflammables et pour autant, ils vont avoir un rôle fonctionnel extrêmement important pour la fertilité des sols, pour le maintien de l'humidité. Là, sur le cas de la photo que vous avez, et ben, c'était sur le moment de l'été. C'était là qu'on avait pas mal de petits cornouillers qui arrivaient à se maintenir grâce à l'humidité et au petit microclimat créé par le bois mort. Et c'est là qu'on avait retrouvé toutes les bêtes qui étaient en train de manger ces petits cornouillers qu'elles appréciaient particulièrement. Et pour prendre en compte la biodiversité, eh ben, il va falloir essayer d'assurer la diversité des types de bois morts. Vous avez une illustration qui montre que on a plein de formes de bois morts qui peuvent être présents et à chacune de ces formes, on va avoir des espèces qui en dépendent. Un autre facteur qui sera particulièrement important à prendre en compte, c'est la présence de très gros bois, et notamment parce que ces très gros bois, ils sont porteurs d'une multitude de dendromicrohabitats. Ces dendromicrohabitats, ce sont l'ensemble des petites structures singulières qu'on va pouvoir trouver sur un arbre, comme une cavité, comme des champignons de bois mort, comme des petites excroissances, et qui permettent l'accueil d'une biodiversité spécifique. La tradition pastorale a fortement favorisé la présence de gros arbres porteurs de dendromicrohabitats par la pratique, par exemple, du tétard, de l'émondage. Ça a permis de garder des arbres très très vieux dans une trame agro-pastorale. Là où dans les exploitations forestières plus classiques, ben, finalement les arbres on les exploitait plus tôt. Du coup, on a même des espèces aujourd'hui forestières qu'on retrouve uniquement dans ces trames de vieux arbres en lien avec le pastoralisme. Il y aura aussi l'intérêt des milieux ouverts. On parle de forêt, on parle de pastoralisme. Le milieu ouvert, il est forcément à l'interaction. On peut voir ici l'équipe Mosaïque en train d'expertiser certains de ces milieux ouverts. Il faut savoir que pour l'ensemble des espèces forestières, notamment du bois mort, elles ont besoin de milieux ouverts parce que si les larves dépendent de bois mort, les adultes, pour beaucoup d'entre eux, vont avoir besoin de ressources floricoles pour accomplir leur cycle de vie, pour pouvoir se reproduire. Donc cette interaction milieu ouvert, milieu fermé va être particulièrement importante et on a pu voir tout à l'heure sur le petit schéma d'une forêt subnaturelle que c'était ce qui se passait finalement naturellement avec des petites trouées qui étaient présentes par petites unités et que c'était cette mosaïque, cette diversité à l'échelle spatiale qui permettait de maximiser l'accueil de la biodiversité. Là, vous avez un schéma qui résume tout ça, qui est présent dans le document 10 facteurs clés pour la biodiversité et qui montre cette relation entre les milieux ouverts et les milieux fermés et cet intérêt. Alors, sur la base de tous ces éléments, comment on s'est mis en ordre de marche pour prendre en compte la biodiversité forestière dans le plan gestion éco-pastorale des associations foncières pastorales pilotées par le département du Lot. Pour ce faire, on travaille en 3 étapes. Dans un premier temps, on va caractériser les peuplements forestiers pour bien distinguer euh, au sein d'une chaînée, lesquelles vont présenter des traces de maturité, lesquelles vont avoir des gros bois, lesquelles vont avoir des plus petits bois. Ça va être un élément important de notre diagnostic. Par-dessus ça, on va conduire des indices de biodiversité potentielle pour évaluer la capacité d'accueil de la biodiversité. Et puis, on va prendre en compte les données naturalistes, la présence d'espèces, notamment d'espèces emblématiques qui seraient potentiellement présentes et sur lesquelles il faudra avoir une attention particulière. Et le croisement de l'ensemble de ces facteurs nous amène à faire des recommandations d'intégration de la biodiversité forestière. Là, vous pouvez voir le résultat des différents indices de biodiversité potentielle qu'on a mis en place sur le site. Et on voit déjà que se dessinent des parcelles où on a plus d'arbres vivants porteurs de microhabitats que d'autres. On a une parcelle où on a une continuité temporelle de l'état boisé qui montre qu'on est sur de la forêt ancienne avec une structure de végétation diversifiée, qu'on n'abordera pas de la même manière
que la parcelle, par exemple, en bas à gauche, où là, on est sur une forêt de reconquête dans lequel on a peu de vieux arbres, peu de bois mort, et qui va nous amener à réfléchir différemment. L'ensemble de ces indices de biodiversité potentielle, on les projette dans ce graphique, ce qui nous permet un petit peu de les positionner sur une échelle de valeur par rapport à leur capacité d'accueil de la biodiversité. Et puis pour chacun des peuplements forestiers, on produit cette fiche avec un petit commentaire pour dire quels sont les facteurs présents, ceux qui sont moins présents, sur lesquels on pourrait agir ou non agir. Tout ça, l'objectif final, ça a pour but d'amener des recommandations à l'échelle du site, en lien avec les autres éléments du plan de gestion éco-pastorale. Et là, sur ce schéma, on peut voir un site où on aurait la trame de pelouse. À l'intérieur de cette trame de pelouse, un réseau d'arbres remarquables, d'arbres habitats. On a de la forêt récente, une forêt de reconquête qui est issue de la déprise agricole. On a de la forêt ancienne qui a toujours été ancienne, mais qui a toujours été utilisé soit pour des besoins sylvicoles, soit par du pastoralisme, et dans lesquels on a des traces de maturité, c'est-à-dire beaucoup de bois mort, beaucoup de vieux arbres relativement faibles. Et là, on aurait aussi des forêts anciennes et matures, donc qui sont le plus proches des forêts subnaturelles. Et à l'issue de nos diagnostics, nos recommandations, ça pourrait être ces forêts anciennes et matures qui sont très proches d'un fonctionnement écosystémique totalement naturel, elles, on va pas mettre de pâturage à l'intérieur pour laisser les différents processus naturels s'exprimer. Dans la forêt ancienne, on va continuer du pâturage en prenant en compte les arbres remarquables, en essayant d'augmenter le stock de bois mort à l'intérieur pour la biodiversité. Une forêt récente, j'ai mis volontairement les arbres habitats en forme géométrique pour montrer, par exemple, un ancien parc avec des murettes qui seraient autour et puis les arbres qui longeraient ces murettes. Mais là aussi, on va appliquer nos recommandations de prise en compte de biodiversité. Et puis, en bas à droite, une forêt récente dans lesquelles on aurait un déficit de régénération lié peut-être à une charge pastorale trop importante, et en disant, là, on va retirer un petit peu de pastoralisme de cette parcelle-là pour laisser la régénération s'installer. Donc ça, c'est l'idée générale du cadre qu'on pourrait faire et qu'on discute avec l'ensemble des partenaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Encore désolé de ne pas avoir pu être présent avec vous et je vous souhaite une bonne continuation.